Bonjour mes élèves de 3e, nous revoilà ensemble pour poursuivre notre cours. C'est une nouvelle semaine et avec cette nouvelle semaine, nous allons pouvoir attaquer un nouveau parcours. On a donc fini de parler des chromosomes, des gènes, des allèles, de la division cellulaire et j'espère d'ailleurs que vous avez tous fait les 3 petits QCM que je vous avais mis en lien sur Pronote. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de les faire. Maintenant, cette semaine, nous allons changer de sujet. Nous allons parler d'évolution. Pour cela, on va avoir besoin, comme d'habitude, du magnifique site de Madame Dussert. Donc, je vous laisse vous connecter sur madamedussert.fr. C'est parti. Donc, madamedussert.fr, on va aller sur cours 3e, thème 2. On est toujours dans le thème 2, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire un nouveau petit triangle, ce n'est pas la peine. C'est le dernier parcours, le parcours 4. Ici, vous devez reconnaître un Archaeopteryx, c'est le maillon, on va dire, entre les dinosaures et les oiseaux. On en reparlera un peu plus tard. Notre parcours s'intitule Parcours 4, parenté entre êtres vivants et évolution. Il faut donc l'écrire sur une nouvelle double page, à droite, tout en haut, suivi du chapitre qui porte le même nom, et suivi du grand A, parenté des êtres vivants. Je vous conseille de mettre pause pour noter vos titres sur la page de droite de votre cahier. Sur la page de gauche, il faudra coller l'activité. Cette activité, je vous la mettrai également en lien sur Pronote. Donc voici l'activité de ce jour. Elle s'appelle activité numéro 7. Distinguer ce qui relève d'un dicton de ce qui relève de faits scientifiques. Ce que l'on sait, on entend parfois le dicton « l'homme descend du chimpanzé ». Parfois, on écoute « l'homme descend du singe » tout court. Ce que l'on cherche à résoudre, comment démontrer si cette affirmation est exacte ou fausse? Consigne. En premier, proposer une hypothèse quant à la façon dont les espèces acquièrent de nouveaux caractères au cours de l'évolution. Je vous rappelle qu'à chaque fois, je compte sur vous pour essayer de répondre aux questions tout seul. Donc, soit vous faites l'activité en amont et puis vous regardez le tuto après, soit vous mettez pause à chaque question, vous essayez de répondre et puis ensuite vous remettez play. Donc, c'est une hypothèse. Ça veut dire, bien évidemment, qu'on n'en est pas sûr. Il faut donc formuler notre réponse de façon à montrer que c'est une incertitude. Je suppose, j'imagine, il se pourrait, on utilise le conditionnel par exemple. Donc, à votre avis, comment des espèces pourraient acquérir de nouveaux caractères au cours de l'évolution? Un caractère, ça peut être par exemple un cou plus long, ça pourrait être des ailes avec des plumes, ça pourrait être des, je sais pas moi, des nouvelles nageoires, etc., etc. Afin de vérifier l'hypothèse, à partir du tableau de caractères, complétez l'arbre de parenté. Alors, c'est en quelque sorte un petit rappel de 6e. On a ici un tableau de caractères. Dans ce tableau de caractères, on va avoir différentes espèces. Et ici, l'énumération de caractères avec, si les espèces le possèdent ou pas, une petite croix. Grâce à ce tableau, on va pouvoir compléter ici ce qu'on appelle un arbre évolutif, c'est-à-dire un arbre dans lequel on a représenté les liens d'évolution entre les êtres vivants. En somme, plus ils sont proches dans l'arbre, plus ils sont proches d'un point de vue évolutif, et à l'inverse, plus ils sont éloignés dans notre arbre, il faut bien regarder les petites branches bien sûr, mais plus ils sont éloignés, et bien plus ça veut dire que d'un point de vue évolutif, ils sont éloignés, c'est-à-dire que leur ancêtre commun est très très ancien. Alors, je vais vous montrer un petit diaporama pour pouvoir justement remplir ensemble cet arbre évolutif. Donc ça, c'est ce qu'on a lu ensemble.
ce que l'on cherche à résoudre. Voici donc les espèces dont on dispose. On a tout d'abord le chimpanzé. Le chimpanzé, c'est une espèce actuelle qui vit en Afrique. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup puisqu'on est passé d'une population de 2 millions d'individus à seulement 150 000 individus en 50 ans, malheureusement à cause de la déforestation, donc de l'impact de l'homme. Mais c'est un mammifère, un animal qui est toujours actuel. On va parler aussi de l'Australopithèque. L'Australopithèque, lui, il vivait en Afrique. Je dis bien il vivait puisque c'est un animal. C'est un être vivant, en tout cas, qui n'est plus existant aujourd'hui, puisqu'il a vécu sur Terre entre 4,2 et 2 millions d'années. Homo habilis, c'est une espèce qui n'existe plus non plus, qui était sur Terre entre 2,3 et 1,5 millions d'années. Homo sapiens, normalement ça doit vous parler, c'est donc nous. Homo sapiens sapiens, c'est donc une espèce actuelle, bien évidemment. Et enfin, le macaque. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces de macaques. En tout cas, les macaques, aujourd'hui, alors 3/4 des espèces sont aussi en danger, puisque malheureusement, la population a aussi énormément baissé. Mais c'est une espèce qui vit actuellement au nord de l'Afrique et au sud de l'Asie. Alors, dans notre tableau, la première chose qu'on s'aperçoit, donc ici, on a des caractères, forme de la mâchoire, trou occipital, capacité crânienne, pouce opposable, absence de queue. Donc tous ces caractères-là, à chaque fois, on va pouvoir regarder si les êtres vivants les possèdent ou pas. Et on s'aperçoit que dans cette colonne, pouce opposable, eh bien tous les êtres vivants, les espèces qu'on a citées auparavant, le possèdent. Les 6, c'est 5. Si on devait classer les êtres vivants dans une grande boîte, et si dans cette boîte-là, tous les êtres vivants possédaient le caractère pouce opposable, eh bien, on pourrait tous les inscrire. Le chimpanzé, l'australopithèque, Homo habilis, Homo sapiens et les macaques. Si on revient à notre arbre évolutif, ça veut dire que l'ancêtre de tous ces êtres vivants devait posséder le caractère pouce opposable. C'est comme ça que tous les êtres vivants qui en descendent l'ont hérité. Donc, ce petit point ici représente l'acquisition du caractère pouce opposable. Donc cet ancêtre qui possédait ce caractère l'a ensuite transmis à tous les êtres vivants qui dérivent de ces branches. Ensuite, ici on s'aperçoit que ce caractère-là, donc au cours de l'évolution, au cours des temps géologiques, il y a eu un nouvel être vivant qui a possédé un caractère et en revanche, ce caractère, eh bien un être, ici une branche, une espèce ne l'a pas obtenu, tandis que tous les autres l'ont obtenu, puisqu'ils dérivent de cette petite branche, ce qui signifie que dans notre tableau, on doit retrouver un caractère qui est possédé par tous les êtres vivants, sauf un. Donc il faut bien regarder les colonnes et essayer de retrouver. Je vous conseille de mettre pause si vous voulez chercher vous-même, et moi je vous donne tout de suite la solution. Il s'agit du caractère absence de queue, donc le prolongement de la colonne vertébrale. Chez les macaques, il y a un prolongement de la colonne vertébrale, tandis que chez tous les autres êtres vivants, on n'en a pas. Du coup, on en déduit que si on veut classer nos petits êtres vivants dans les boîtes, eh bien ici, dans la grande boîte des êtres vivants avec un pouce opposable, on aurait notre macaque, puisqu'il le possède bien, mais on a une nouvelle petite boîte dans laquelle on va classer tous les êtres vivants avec l'absence de ce prolongement de la colonne vertébrale. Il s'agit de l'australopithèque, d'Homo habilis, du chimpanzé et d'Homo sapiens. Et ici, je peux noter, dans mon arbre phylogénique, mon arbre évolutif, je peux noter absence de queue. Je continue mon arbre. Je vois qu'ici, il va y avoir un être vivant qui apparemment ne va pas hériter de ce nouveau caractère que j'ai ici. J'ai 3 êtres à placer. Donc ici, j'ai un nouveau caractère que vont posséder ces 3 espèces, mais pas celle-là. Donc je retourne à mon tableau. Macaque, je l'ai déjà placé, c'est pour ça que je l'ai barré. Donc il faut que je retrouve maintenant 3 êtres vivants qui possèdent un caractère, sauf un. Je vous laisse chercher et je vous donne la solution. Il s'agit de la forme de la mâchoire en V. On observe que, eh bien, Homo sapiens, Homo habilis et l'australopithèque
possède une mâchoire en V. Ça veut dire, alors il faudrait regarder en fait de haut. Si on regarde la mâchoire de haut ou par en bas même, on s'apercevrait ici qu'en fait, on a une mâchoire assez pointue, tandis que le chimpanzé, lui, possède une mâchoire en U, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus parabolique devant. Ça veut dire que dans ma classification emboîtée, je pourrais rajouter la petite boîte mâchoire en V. Bien évidemment, je ne mets pas le chimpanzé dedans. Par contre, je mets l'Australopithèque, l'Homo sapiens et l'Homo habilis. Ils sont tous dans la grande boîte absence de queue et à nouveau, ils sont tous dans la boîte pouce opposable. Je vais pouvoir rajouter ici mon caractère mâchoire en V qui a été acquis au cours des temps. En revanche, ici, eh bien, cette espèce n'a pas cet ancêtre commun que possèdent ces trois espèces-là, puisqu'elle n'a pas hérité de ce caractère-là, c'est le chimpanzé. Ça veut dire que le chimpanzé possède, avec ces trois espèces-là, comme ancêtre commun le plus proche, cet ancêtre qui, lui, n'avait pas de queue. Mais il ne possède pas cet ancêtre en commun. Donc, finalement, il est plus éloigné d'un point de vue évolutif que ces trois espèces-là, entre elles. Maintenant, ici, on a le caractère trop occipital centré. Apparemment, ce caractère n'a pas été hérité par cette espèce-là. Par contre, ces deux-là le possèdent. En revanche, entre ces deux espèces, il y a un nouveau caractère que possède Homo sapiens, mais que ne possède pas celle-là. Alors, on barre chimpanzé parce qu'on l'a déjà placé. Et ici, on trouve le caractère dont je vous parlais, possédé par Homo habilis et Homo sapiens. Il s'agit du trou occipital centré. Alors, le trou occipital, c'est le petit trou qu'on a à l'arrière du crâne dans lequel vient s'implanter la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale vient s'implanter dans un trou au niveau du crâne qui est relativement centré chez Homo habilis et Homo sapiens, qui leur permet d'avoir la tête relativement posée juste au-dessus de la colonne vertébrale, tandis que chez Australopithèque, il y avait une position plutôt intermédiaire qui faisait que la tête était plus penchée vers l'avant. Elle tenait moins centrée sur les épaules. Donc, dans notre classification emboîtée, on rajoute la petite boîte trou occipital centré et on y range l'Australopithèque dans mâchoire en V, tandis que dans trou occipital centré, on va pouvoir mettre Homo sapiens et Homo habilis. Donc ici, trou occipital centré était déjà écrit, on va pouvoir indiquer Australopithèque, ici Homo habilis, et maintenant ce qui différencie Homo sapiens d'Homo habilis, c'est-à-dire le caractère nouveau que possède Homo sapiens par rapport à Homo habilis, et bien ce caractère, il est là, c'est la capacité crânienne, c'est-à-dire le volume, donc la dimension du crâne. Homo sapiens est l'espèce qui possède le plus gros volume crânien par rapport à sa taille, donc de tous les êtres vivants confondus. C'est nous qui avons la plus grosse tête, et c'est ce qui nous a permis bien sûr de développer notre cerveau. Donc cette capacité crânienne, elle atteint 1400 cm3 chez Homo sapiens, tandis qu'elle n'atteint que 650 cm3 chez Homo habilis, et même encore moins chez Australopithèque et chez les chimpanzés. Donc je rajoute la petite boîte crâne de 1400 cm3, et je vais pouvoir nous mettre, nous, Homo sapiens, tandis qu'Homo habilis reste dans la boîte du trou occipital centré. Du coup, toutes ces petites boîtes sont emboîtées, d'où le titre de la classification, et on sait que Homo sapiens, qui est dans cette boîte-là, possède ce caractère, mais celui-ci, celui-là, celui-là. Alors que ceux qui ne sont pas dans des boîtes possèdent les caractères de la boîte dans laquelle ils sont, mais pas bien sûr les caractères qui sont dans les boîtes d'où ils sont exclus. Et ici, on va pouvoir écrire crâne de 1400 cm3. Donc là, on a réalisé un arbre évolutif. Cet arbre évolutif, en le regardant, on connaît donc tout en bas l'ancêtre commun le plus ancien à tous ces êtres vivants, avec lequel ils partagent le caractère, donc ils possèdent tous ce caractère pouce opposable puisqu'ils dérivent tous de cet ancêtre commun. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, de nouveaux caractères sont apparus, c'est les petits points bleus, que certains êtres vivants n'ont pas hérité. Par exemple, le macaque n'a pas hérité de ce caractère de l'absence de prolongement de colonne vertébrale. Donc, on en déduit que lui, eh bien, d'un point de vue évolutif, il est plus éloigné
des autres que par exemple le chimpanzé, puisque lui, il possède ce caractère par rapport au macaque, et ainsi de suite. Donc l'homme fait partie du groupe des primates avec un pouce opposable et le chimpanzé est l'espèce actuelle la plus proche parente. De nombreuses espèces fossiles du genre Homo étaient très proches parentes. Les plus vieux fossiles datent de 2,8 millions d'années. Le plus vieux fossile de notre espèce, Homo sapiens, est âgé de 200 000 ans. Donc notre espèce est très récente par rapport à d'autres. Je remets notre activité. Donc, je vais la remettre. Voilà. Donc, à présent, on nous demande, à partir du texte ci-dessous, rechercher si l'analyse de l'ADN du chimpanzé et celui de l'homme permet de confirmer que ces espèces sont proches. On va donc lire le petit texte. Ce que je vous propose, bien sûr, comme d'habitude, c'est de le lire dans un premier temps tout seul et puis ensuite d'entendre la correction. 99% de nos molécules d'ADN sont identiques à celles du chimpanzé, alors que seulement 60% sont identiques à celles de la mouche drosophile. La mouche drosophile, c'est une mouche qui est bien connue pour les généticiens parce qu'on a fait beaucoup d'expériences dessus. Ce sont des réarrangements de segments de chromosomes, par exemple, un segment de chromosome qui est allé se fixer sur un autre, qui explique ces différences. Des modifications génétiques minimes sont à l'origine de conséquences de grande ampleur, par exemple la bipédie et le développement du cerveau, qui correspondent au caractère spécifique de l'homme. L'extrême proximité génétique des deux espèces confirme ce qu'indiquent les fossiles. La séparation entre la branche humaine et celle des chimpanzés à l'échelle du monde est relativement récente. La majorité des scientifiques évaluent cette séparation à environ 6 millions d'années. Alors pour vous, 6 millions d'années, ça peut peut-être paraître gigantesque, mais à l'échelle des temps géologiques, 6 millions d'années, finalement, c'est assez court étant donné que la planète, je vous rappelle, elle a 4,5 milliards d'années. Donc, dans le texte, je vais souligner les informations importantes pour répondre à notre question. On nous dit que 99% de nos molécules sont identiques. On nous dit qu'il y a des modifications génétiques minimes, mais des modifications génétiques quand même. Je vous rappelle qu'une modification d'une molécule d'ADN, c'est ce qu'on appelle une mutation. Il y a donc eu des mutations de la molécule d'ADN. Et on nous dit qu'on a une extrême proximité génétique. Ça signifie donc que le chimpanzé est vraiment, et on l'a prouvé scientifiquement, l'espèce la plus proche de l'homme. Au-delà de ses ressemblances physiques, il y a vraiment des ressemblances génétiques. Allons voir d'un peu plus près ces chromosomes. Donc, je vous rappelle la question, c'est la question de notre activité, comparer le karyotype de l'homme et du chimpanzé et entourer en rouge les différences constatées. Donc ici, voici le karyotype d'un homme, c'est-à-dire qu'on a pris une cellule humaine, on a récupéré les chromosomes qui étaient dans son noyau, on les a colorés, on les a ensuite classés par paire et on les a ici répertoriés et photographiés. Ici, voici le karyotype d'un chimpanzé, donc on a fait exactement la même chose, mais avec une cellule de chimpanzé. Bien évidemment, je vous laisse chercher tout seul les différences que vous constatez. Je vous conseille de mettre pause et ensuite, moi, je vous donne la réponse. La différence majeure se situe ici. À la paire numéro 2. Si vous êtes observateur, vous avez remarqué qu'au niveau de la paire numéro 2, eh bien, chez le chimpanzé, il n'y a pas qu'une seule paire, il y a en réalité 2 paires. Ça veut dire que le chimpanzé ne possède pas 46 chromosomes, il en possède 48. Il a 24 paires de chromosomes, une paire de plus que l'homme. C'est-à-dire qu'il possède donc 4 petits chromosomes numéro 2 au lieu de 2 grands chromosomes numéro 2 chez l'homme. Donc ça, c'est la réponse, je vous la laisse à noter. Moi, à chaque fois, je poursuis. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre des pauses pour noter les réponses sur votre fiche d'activité.
Voici ici les chromosomes. Ici, le chromosome, on en a mis un seul puisqu'ils vont par paire, mais ils sont identiques 2 à 2. Donc là, un chromosome numéro 2 d'un homme. Et ici, voici un chromosome numéro 2A d'un chimpanzé, donc sa première paire de chromosome numéro 2. Et ici, un chromosome numéro 2B du chimpanzé, donc sa deuxième paire de chromosome numéro 2. Si on regarde les petites bandes ici, donc ces petites bandes, elles suggèrent qu'il y a, c'est l'emplacement d'un gène, bien on s'aperçoit que ces petites bandes, quand même, elles sont très ressemblantes. On a ici un espace, une petite bande, un grand espace, une petite bande, un espace, une petite bande, un grand espace, une petite bande, et ainsi de suite. On retrouve à peu près le même agencement. On retrouve la même chose ici. On retrouve la même chose ici. Quasiment la même chose ici. Il y a peut-être ici un gène un petit peu différent, mais sinon, grosso modo, on retrouve le même agencement. Là aussi, on retrouve les mêmes. Là aussi. Et si on regarde bien par là, on s'aperçoit qu'en réalité, cette petite barre pourrait correspondre à celle-ci, que ces deux pourraient correspondre à celle-là, et que celle-ci, en fait, pourrait avoir disparu. Donc finalement, ce que cela suggère, c'est que ce grand chromosome humain pourrait correspondre finalement à l'addition, à la fusion de ces deux chromosomes chez le chimpanzé. Question 3. Valider ou non l'hypothèse et conclure en complétant le texte suivant. Donc moi, mon hypothèse de départ, qui pense qu'on peut transmettre à ses descendants un caractère qu'on a acquis au cours de sa vie, eh bien mon hypothèse, elle est fausse. Il faudra donc que je la réfute. Si par contre vous avez pensé que suite à des mutations génétiques, suite à des transformations au niveau des chromosomes, des gènes, de l'ADN, eh bien cela pouvait faire apparaître de nouveaux caractères, eh bien vous avez vu juste. Et on peut conclure en complétant le texte à trous. Donc ici, je mets le texte à trous. L'homme et le chimpanzé partagent de nombreux caractères. Cependant, l'homme a hérité d'un nouveau caractère. Lui, par rapport au chimpanzé, il possède une plus grande capacité crânienne. Et oui, lui, le volume crânien atteint 1400 cm3, qui distingue son espèce de celle du chimpanzé. Le chimpanzé n'a pas hérité de ce caractère-là. La comparaison du karyotype et des chromosomes numéro 2 de l'homme et du chimpanzé montre qu'il y a une modification génétique à l'origine de la séparation de ces deux espèces. Ce volume crânien, par exemple, qui différencie l'homme du chimpanzé, eh bien, il est lié à l'apparition de nouveaux gènes, c'est-à-dire à une modification au niveau de l'ADN. Et cette modification au niveau de l'ADN, elle est liée au fait que les chromosomes ont modifié leur agencement. Il y en a qui ont fusionné ensemble. Ce sont donc des réarrangements de chromosomes qui ont entraîné ces modifications. Attention, un mot que normalement vous avez vu en 4e, mais qui est peut-être déjà un peu loin dans vos esprits. On parle de modification phénotypique. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères que l'on possède. Par exemple, si on a les cheveux marrons, les yeux bleus, la peau claire, on n'a pas le même phénotype que quelqu'un qui a les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau foncée, etc., etc. Le phénotype, c'est donc l'ensemble des caractères que l'on possède, en opposition au génotype qui, lui, est l'ensemble des gènes que l'on possède. Et bien sûr, le génotype est responsable de notre phénotype. Ça, c'est du vocabulaire. Donc, si je résume, finalement, si on étudie l'espèce de chimpanzé avec l'espèce humaine, qu'on les compare, on s'aperçoit que ces deux espèces déjà sont très proches parce qu'elles partagent un grand nombre de caractères, mais tout de même, il y a des caractères nouveaux qui sont apparus chez l'espèce humaine, par exemple la grande capacité crânienne et la bipédie. Si on se demande comment des caractères nouveaux comme ça ont pu apparaître et ont pu faire que justement nos deux espèces se sont différenciées, c'est-à-dire que d'un côté, eh bien, l'évolution a donné l'espèce de chimpanzé et de l'autre côté, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens, eh bien, il faut aller voir d'un peu plus près les chromosomes et on s'aperçoit que, eh bien, finalement, le chimpanzé, lui, a
une paire de chromosomes supplémentaires et pas l'homme. Donc au cours de l'évolution, il faut remonter au niveau de nos ancêtres, eh bien un ancêtre commun aux chimpanzés et à l'homme a dû subir une mutation et ces chromosomes ont dû fusionner, ces chromosomes numéro 2, ce qui fait que celui-ci est bien devenu l'ancêtre des humains et tous ses descendants ont obtenu cette mutation avec des chromosomes numéro 2 fusionnés, tandis que l'ancêtre des chimpanzés, lui, eh bien, n'a pas subi cette modification génétique, n'a pas subi cette mutation, et lui, toute sa lignée a continué, a poursuivi son évolution avec 2 paires de chromosomes numéro 2. Et à présent, je passe à la dernière question de l'activité. À partir du texte sur Jean-Baptiste Lamarck et celui de Charles Darwin, confrontez les 2 visions des scientifiques au sujet de l'évolution et de caractères nouveaux au sein d'une espèce. Afin de compléter les phrases, Lamarck pense que les girafes ont de grandes pattes et un grand cou car. Darwin pense que les girafes ont de grandes pattes et un grand cou car. Donc, on va essayer de voir comment de grands scientifiques ont essayé d'expliquer l'apparition de nouveaux caractères au cours du temps et comment ils ont pu expliquer que ces caractères étaient transmis aux descendants. Et pour cela, eh bien, certains scientifiques ont étudié plus particulièrement la taille du cou et des pattes aussi des girafes. C'est notamment Lamarck et Darwin. Alors, ces 2 scientifiques, je vais les remettre là. Donc, Charles Darwin, c'était un scientifique qui a vécu de 1809 à 1882. À l'époque, il avait 73 ans. C'était assez extraordinaire puisque à l'époque, la moyenne de vie était plutôt de l'ordre de 50 ans. Donc, c'était un homme qui a énormément vécu et pour cela, il a fait beaucoup de choses et c'était un grand explorateur. Il était britannique, géologue, explorateur, écrivain, voyageur, éthologue, entomologiste et botaniste, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs cordes à son arc. Et il a réalisé une œuvre monumentale qui s'appelle « De l'origine des espèces », dont on va reparler un petit peu après. Et on va le comparer à Jean-Baptiste Lamarck, qui lui était un Français. Lui, il était un petit peu plus vieux que Darwin, c'était son prédécesseur. Il était né en 1744, il est mort en 1829. Donc ces 2 hommes se sont croisés, mais à peine. Il est mort à 85 ans, c'est-à-dire que lui, là, c'était vraiment un record mondial pour l'époque. Lui aussi, il avait plusieurs cordes à son arc. Il était zoologiste, botaniste, naturaliste, biologiste, chimiste, météorologue et professeur d'université. Et il a écrit une œuvre assez remarquable, également l'encyclopédie de la botanique. Ils ont à chaque fois, ces 2 hommes, écrit plusieurs œuvres, mais on cite les plus connues. Alors, voici la théorie de Lamarck. Alors, moi, je vais les résumer, mais je tiens à vous montrer que sur le magnifique site de Madame Dussert, ici, tout à la fin, il y a... Alors, il faut que j'actualise ma page. Ah, je ne suis plus à la bonne page. Il y a ici un petit film qui s'intitule « Les théories de Charles Darwin et de Jean-Baptiste Lamarck ». Quand vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur un petit film de 7 minutes. Il n'est pas très long et il explique justement le cou de la girafe selon Lamarck et Darwin. Il est extrêmement bien expliqué. Donc, je vous conseille d'aller cliquer dessus. Moi, je ne vais pas le mettre parce que ma vidéo sera après trop longue et trop lourde, mais je compte sur vous pour aller voir cette petite vidéo de 7 minutes. Et je reviens à mon histoire. Donc, Lamarck défendait une idée, une théorie, qu'on appelle la théorie transformiste. Cette théorie repose sur le fait qu'il imaginait que dans la population de girafes, donc il y a des millions d'années en arrière, les girafes possédaient toutes un petit cou. Et que ces girafes
à cause de l'environnement qui changeait, qui subissait des modifications, et notamment les arbres dont les feuilles, alors les girafes aiment beaucoup les feuilles d'acacia, les feuilles étaient de plus en plus hautes, et bien les girafes étiraient leur cou durant toute leur vie pour essayer d'attraper ces feuilles un peu plus hautes, et à force d'étirer leur cou, elles gagnaient quelques millimètres. Et ces quelques millimètres, elles allaient ensuite les transmettre à leurs descendants. Ça veut dire que les jeunes qui naissaient, les générations suivantes, allaient posséder un cou légèrement plus grand de quelques millimètres. À leur tour, elles allaient, ces girafes, étirer leur cou et encore gagner quelques millimètres, qu'elles allaient à nouveau transmettre à leurs descendants. Et sur des milliers de générations, donc il faut compter des centaines de milliers d'années, petit à petit, le cou des girafes s'est étiré ainsi, et ce qui a permis d'expliquer le grand cou actuel des girafes. Donc, à cause d'un changement dans le milieu, les feuilles sont plus hautes dans les arbres, les girafes ont besoin d'un cou plus long. Les girafes s'étirent pour les atteindre, le cou et les pattes s'allongent durant leur vie. Les girafes transmettent ce caractère qu'elles ont acquis au cours de leur vie à leurs descendants. C'est en quelque sorte un peu mon hypothèse. Et avec le temps, l'espèce s'adapte à son milieu en ayant donc un cou de plus en plus allongé. Donc ça, c'est la théorie de Lamarck. À présent, voici la théorie de Darwin. Darwin a établi la théorie de la sélection naturelle. Je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est une théorie très connue. Cette théorie repose sur la conviction qu'au sein d'une population d'êtres vivants, eh bien, les individus présentent certaines variations. Par exemple, au sein de la population de girafes, il y a des individus qui possèdent un petit cou et certains qui possèdent un cou légèrement plus long. Cette variation, elle existe pour un ensemble de caractères très nombreux. Et par exemple, ici, on va regarder juste le caractère de la longueur du cou. Donc, les individus qui possèdent un cou un peu plus long l'ont obtenu de façon complètement aléatoire, complètement au hasard. Ils sont nés de façon aléatoire avec ce caractère. Et si jamais ce caractère leur apporte un avantage par rapport aux autres individus, par exemple, ici, des individus qui vont avoir un cou légèrement plus long vont pouvoir se nourrir des feuilles les plus hautes sur les arbres d'acacia. Et ce caractère va donc leur conférer un avantage. Ils vont manger plus, ils vont être plus robustes, ils vont pouvoir se reproduire davantage. S'ils se reproduisent davantage, ils vont pouvoir transmettre leur caractère à leur descendance. Tandis que les individus qui possèdent le caractère le moins avantageux, eux, vont moins bien se nourrir, moins bien se reproduire, et finalement, petit à petit, la population de ces individus-là va disparaître. C'est pour ça que Darwin, dans sa théorie de l'évolution, il dit que tout d'abord, il faut qu'il y ait une variation biologique, c'est-à-dire qu'il existe dans une population de girafes diverses longueurs de cou et de pattes, puisque c'est pareil pour les pattes. Ensuite s'exerce ce qu'il appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire que si la nourriture est haute dans les arbres, il y a donc un facteur de sélection, et bien les plus grands coups et pattes ont plus de chances de survivre. Ça veut dire que la nature va exercer une pression sur les individus. Il parle aussi du succès reproducteur, donc les individus qui ont cet avantage vont se reproduire plus et du coup ils vont pouvoir transmettre leurs gènes. Alors Darwin, il ne connaît pas encore l'existence de gènes, mais en réalité c'est bien ça qui va se transmettre aux individus. Et ainsi de génération en génération, il y a sélection et du coup élimination des plus petits et les plus grands survivent. Donc c'est ce qu'on appelle l'adaptation au milieu. Avec le temps, l'espèce s'adapte à son milieu en devenant de plus en plus allongée. C'est-à-dire que suite à la modification de l'environnement et aux acacias de plus en plus hauts, et bien finalement, les individus au sein de la population qui présentaient un caractère qui est lié bien sûr à l'existence d'une variation d'un gène, donc d'un allèle, ceux qui présentaient l'allèle le plus avantageux vont pouvoir plus se reproduire et vont pouvoir plus transmettre cet allèle. Du coup, eh bien, cet allèle va être sélectionné en quelque sorte au sein de la population et c'est lui qui va être ensuite le plus représenté. Et on se retrouve avec, au fil des générations, c'est-à-dire au fil des centaines de milliers d'années, on se retrouve avec des girafes qui vont posséder tous de grands coups. Donc ici, c'est les petites phrases qui sont à remplir. Lamarck
pense que les girafes ont de grandes pattes et un grand cou, car elles ont modifié leurs organes et elles ont transmis ces modifications à leurs descendants. Donc c'est au cours de la vie, elles ont acquis des particularités et ce qu'elles ont acquis, elles ont réussi à le transmettre à leurs descendants. Et ça, malheureusement, c'est impossible puisqu'on ne peut transmettre que les caractères qui sont portés par nos gènes, qui sont déterminés par une information génétique. Ce qu'on gagne au cours de notre vie, on ne va pas pouvoir le transmettre à nos descendants. Darwin pense, lui, que les girafes ont de grandes pattes et un grand cou, car il existait de nombreuses variations au sein de la population. Ces variations, c'est grâce à l'existence, bien évidemment, des allèles, donc grâce à des mutations génétiques. Et celles qui présentent des avantages ont été sélectionnées et transmises aux descendants. Donc c'est bien sûr la vision de Darwin qui était la plus proche de la réalité. On vient de terminer notre activité. J'espère que c'était pas trop compliqué. Si vous n'êtes pas arrivé à écrire la correction au fur et à mesure, n'hésitez pas à remettre le tuto et à faire des pauses. Comme à chaque fois qu'on a fini une activité, on s'auto-évalue. Cette fois-ci, c'est sur la compétence numéro 7, avoir l'esprit critique. L'indicateur de réussite, c'est je suis parvenu à utiliser des informations afin de prouver des liens de parenté entre tous les primates, dont l'homme. J'ai compris et j'ai prouvé comment l'homme et le chimpanzé ont évolué à partir d'un même ancêtre commun. Donc si on a compris tout ça, on met le petit curseur vers la droite. Si on n'a rien compris du tout, curseur vers la gauche. Si on a compris moyennement, curseur au milieu. Bien évidemment, on s'auto-évalue à partir de ce qu'on a fait tout seul nous-mêmes. J'espère qu'après la correction, tout le monde a bien compris. Et on retourne à notre leçon. Alors, notre activité, cette activité, elle correspond sa première partie à la première leçon et la deuxième partie de l'activité à la deuxième leçon. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'activité avec le grand B. On va pouvoir noter nos deux leçons, l'une à la suite de l'autre. Donc, première leçon, on avait déjà noté le grand A, parenté des êtres vivants, et on va pouvoir écrire la classification et l'arbre de parenté indiquent que toutes les espèces sur Terre ont des liens de parenté. Une nouvelle espèce présente des caractères communs avec les autres, comme par exemple notre espèce humaine, on possède de nombreux caractères communs, on les a montrés, entre l'absence de queue qu'on partage avec de nombreuses espèces, la mâchoire en V qu'on partage avec d'autres espèces, etc. Et on possède aussi des caractères nouveaux par rapport à l'espèce antérieure dont on serait issu. Par exemple, par rapport à l'espèce du chimpanzé, qui elle est apparue avec un ancêtre un peu plus vieux que Homo habilis, eh bien, on présente un plus grand volume cérébral, on présente une mâchoire en V, on présente un trou occipital centré, etc., etc. L'évolution est la transformation des espèces suite à l'apparition de caractères nouveaux. Donc ça, c'est la définition de l'évolution. Les espèces se transforment parce que de nouveaux caractères apparaissent. L'homme, en tant qu'espèce, est apparu sur Terre en s'inscrivant dans le processus de l'évolution. Donc nous ne sommes pas une espèce à part. Nous ne sommes pas arrivés sur Terre en tant qu'hommes, nous sommes arrivés sur Terre comme les autres espèces, c'est-à-dire qu'au tout départ, il y avait simplement l'espèce la première qui arrivait sur Terre, c'était des espèces bactériennes qui ont ensuite évolué au fur et à mesure des milliards d'années et qui ont permis justement de donner tous les êtres vivants qui sont actuellement présents sur Terre grâce à l'apparition à chaque fois de nouveaux caractères par rapport à des espèces antérieures. J'écris ensuite mon grand B, les mécanismes de l'évolution. On va essayer d'expliquer comment ces nouveaux caractères apparaissent. Donc sous le grand B, donc on peut l'écrire à la suite du grand A, sous le grand B, dans une population, de nouveaux caractères peuvent apparaître au cours du temps, suite à des modifications génétiques.
C'est ce qu'on a vu par rapport à l'espèce humaine et l'espèce de chimpanzé, où il y a eu une combinaison de chromosomes qui ont fusionné, et du coup, ça a créé des mutations génétiques, et ça fait apparaître des nouveaux caractères, comme par exemple le volume crânien plus grand. Ensuite, lorsque l'environnement change dans une population, certains caractères, c'est-à-dire certains allèles, vont être avantagés par rapport à d'autres. C'est par exemple l'histoire de la girafe. Certaines girafes ont présenté des mutations, donc des nouveaux allèles, qui lui ont permis par exemple de posséder un cou un peu plus long que les autres girafes. Et lorsque les conditions d'environnement ont changé, c'est-à-dire que les feuilles des arbres étaient un peu plus hautes, eh bien ces girafes qui possédaient les allèles qui ont permis d'avoir le cou un peu plus long ont été avantagées par rapport aux autres girafes. Donc elles ont subi ce qu'on appelle la pression de la sélection naturelle. Dans ce cas-là, eh bien, ces allèles deviennent plus fréquents au fil des générations. Étant donné que ce sont ces girafes-là qui deviennent, on va dire, plus avantagées, eh bien, elles vont être plus robustes, elles vont mieux se reproduire et du coup, elles vont pouvoir transmettre leurs allèles à leurs descendants. Et du coup, cet allèle-là, c'est-à-dire ici le cou plus long, eh bien, va être plus fréquent au sein de la population. La population devient alors petit à petit différente de celle de départ. C'est l'évolution biologique. On est donc passé, l'ancêtre de la girafe actuelle était une girafe avec un tout petit cou, et on est passé de cette girafe-là à nos girafes qui possèdent un cou gigantesque, grâce à l'évolution biologique. C'est-à-dire grâce à l'apparition de mutations qui ont créé de nouveaux allèles, et ensuite ces nouveaux allèles, s'ils ont pu apporter un avantage par rapport aux autres, eh bien ils ont été sélectionnés, ils ont subi la sélection naturelle, et du coup ils ont été plus fréquents au sein de la population. L'évolution n'est ni une opinion, ni une croyance, car elle est confortée par de nombreuses preuves expérimentales et historiques. De nombreuses personnes aujourd'hui pensent que l'évolution, c'est simplement une histoire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une histoire, c'est vraiment un fait scientifique. Du moment où on a des preuves génétiques, par exemple en comparant l'ADN du chimpanzé et l'humain, des preuves anatomiques en comparant les os, les caractères que possèdent ou pas certaines espèces par rapport à d'autres, eh bien on a pu vraiment prouver concrètement, réellement, les liens de parenté entre les espèces, et on a pu mettre en évidence que l'évolution, c'était vraiment cette apparition de nouveaux caractères. Lorsqu'on a écrit tout ça, eh bien on a terminé notre chapitre d'ailleurs sur l'évolution. C'est un chapitre qui n'est pas facile, avec des idées qui ne sont pas évidentes, donc je vous propose de bien le lire, de bien se l'approprier, et la semaine prochaine on essaiera de faire un petit exercice dessus pour voir si vous avez bien tout compris. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.